Je crois que j'ai toujours eu du mal à me détacher des lieux et principalement des maisons. J'en ai habité plusieurs, sur des périodes plus ou moins longues, mais chaque départ, chaque séparation du foyer a été un véritable déchirement. Je crois que j'ai toujours cherché dans le toit, dans les murs, dans les fondations, le prolongement de ce que je ne trouvais pas en moi, du confort, de la sécurité, de la stabilité, presque de la solidité. Je crois que j'ai toujours envié les maisons, surtout les vieilles, parce qu'elles traversent, parce qu'elles restent, parce qu'elles demeurent. Et puis j'ai vu, dans le plus terrible de ces paradoxes, que parfois le refuge devient prison. Puis la force que ça demande d'abattre ces murs, ceux de dedans et ceux d'autour. Pour un jour, peu importe que ce soit ailleurs ou en soi, pour un jour, se sentir de nouveau à la maison. Wesh YouTube, comment vas-tu ? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que je prépare depuis un petit moment. Tu l'as vu dans le titre et tu as dû le comprendre. Aujourd'hui, je te parle de la maison dans la littérature. Selon le Larousse, une maison, c'est un bâtiment construit pour servir d'habitation aux personnes. Oui, mais. Parce que même inhabitée, une maison reste maison. Grâce à ses murs, grâce à sa bâtisse et aux sentiments qu'on y attache. J'avais très envie de te parler de ce thème qui est assez récurrent dans mes lectures et assez récurrent dans les lectures que j'aime. L'idée de la maison, du foyer, de ce qui la définit, de ce qu'elle impose et de la manière dont elle s'impose à nous. Je ne vais pas juste te parler de la maison dans la littérature parce que ce serait un thème bien trop vague et on pourrait en parler pendant des heures. J'ai plus envie de te parler de mon rapport, presque mon ressenti sur le sujet. Tu as compris, je suis particulièrement attachée à l'idée de la maison pour tout ce qu'elle offre. Du coup, j'avais envie qu'on explore cette idée ensemble aujourd'hui au travers de 4 grands points et en regardant la manière dont se matérialisent ces grandes idées au travers de lectures. J'aime les maisons, quand elles sont supports, quand elles sont refuges, quand elles s'animent et même quand elles deviennent ennemies. Et c'est ce dans quoi je t'embarque aujourd'hui. La première idée dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est celle de la maison décor. Je l'ai nommée la maison ambiance, celle où elle est le cadre de l'histoire. Mais un cadre important, du moins un cadre qui, moi, m'a touchée dans l'instant. Et on va commencer très en douceur avec une lecture tout aussi douce qui est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, édité chez De Saxus et traduit par Cécile Tasson. On commence avec l'idée très primaire de la maison, puisqu'elle est ici le socle. C'est le lien, c'est le lieu qui rassemble, qui protège, qui unit. On est dans une espèce d'orphelinat / refuge pour enfants particuliers. Ils sont très différents les uns des autres et cette maison, au-delà d'être leur foyer, c'est vraiment ce qui matérialise leur famille. Ce qui presque légitime leur appartenance à quelque chose et quelque chose, c'est ce foyer. En parlant de foyer, je vais te lire de temps en temps quelques extraits qui, je trouve, symbolisent parfaitement l'idée que j'essaye de te présenter. Dans ce texte, on nous dit « Un foyer, ce n'est pas qu'une maison. Ce sont aussi les personnes dont on choisit de s'entourer. Vous n'habitez peut-être pas sur cette île, mais n'essayez pas de me faire croire que vous ne vous y sentez pas chez vous. » Cette maison qui unit et qui rassemble les gens malgré leurs grandes différences, on la retrouve très fortement dans Océan Mer d'Alessandro Baricco. Texte traduit par Françoise Brun. On est dans une auberge au bord de la mer où viennent se retrouver, et c'est au sens très premier du terme, différentes personnes en quête de réponses. Alors je vais pas te mentir, ici la maison ce n'est pas du tout le centre de l'histoire. Au contraire, on pourrait parler de la mer comme élément central ici, pourtant l'auberge c'est le point de ralliement. C'est un élément essentiel, c'est le lieu mais c'est surtout le liant. Et ce point physique qui permet d'autres rencontres, et parfois des rencontres avec le passé, avec un soi oublié, il est très présent dans Minuit passé de Gaël Genelier qui est édité chez Delcourt, que j'ai lu récemment et que j'ai absolument adoré, mais c'est pas le sujet. C'est donc une BD qui est tout bonnement sublime, dans laquelle un père retourne dans sa maison d'enfance avec son fils pour s'y installer. Et c'est entre ces murs que va renaître le souvenir un peu disparu de toute son enfance. J'aime profondément l'idée de maison qui porte, comme je te disais, qui demeure et qui donc avec elle est encore le témoin d'histoire, de souvenirs et presque parfois de sens. J'aime l'idée que la maison soit une toile de fond essentielle au déroulement de l'histoire, et pas juste par ce qu'elle porte, mais aussi parce qu'elle incarne à elle seule toute l'ambiance absolument délicieuse, vraiment, de ce graphique. Et peut-être qu'elle n'est pas le centre propre de l'histoire, mais c'est le cadre entier de ce tableau. Et cette maison, porteuse de souvenirs, elle a tant de choses à témoigner. Et c'est ce que nous dit très joliment d'ailleurs le papa dans ce court extrait. « Si ce que me raconte la maison me fait peur, c'est parce que je n'ai pas encore compris ce qu'elle voulait me dire. Mais ça viendra. » Toujours maison ambiance, mais ambiance tout autre ici, parce que j'avais aussi envie de te parler de l'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, qui est traduit par Léo Lac, du moins dans moi, l'édition que j'ai lue. Oui, évidemment que j'allais caler Daphné du Maurier dans cette vidéo. Là aussi, l'auberge de la Jamaïque, quel bon exemple de la maison ambiance. On rencontre Mary qui, suite au décès de sa mère, se voit contrainte d'aller vivre avec une tante éloignée qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps et qui a épousé un aubergiste. Elle arrive donc dans cette fameuse auberge de la Jamaïque où
Petit à petit, des événements de plus en plus étranges et sombres vont se produire. Dans cette auberge sans clients qui pourtant, la nuit tombée, s'anime. L'ambiance dans ce texte, elle est folle et même si l'auberge n'est que décor, c'est un décor tellement essentiel. À tel point que moi, ce qui me marque vraiment de cette lecture, c'est presque pas le côté mystérieux de ce qui s'y passe, c'est l'atmosphère tellement pesante et palpable de cette auberge. La mort était venue dans la maison ce soir-là et planait encore dans l'air. C'était cela, elle le comprenait maintenant, que l'auberge de la Jamaïque avait toujours attendu et redouté. Les murs humides, les craquements de bois, les murmures dans l'air, les bruits de pas sans nom, toutes ces choses étaient les avertissements d'une maison qui se sentait depuis longtemps menacée. J'ai beaucoup aimé, dernièrement, la façon dont était traitée la maison et le foyer dans Nous étions les Mulvaney de Joyce Carol Oates, que moi j'ai lu, traduit par Claude Séban, où on fait la rencontre d'une famille absolument parfaite qui habite un corps de ferme et qui, à la suite d'un drame, va se voir profondément ébranlée, va presque se disloquer, et alors la maison, qui était le symbole physique de la réussite, de l'harmonie, de la paix, celle qui, encore une fois, rassemblée, cette petite famille, va devenir le symbole d'un heureux passé totalement révolu. Elle représente la déchéance de cette famille parce qu'au cours de l'histoire, elle se vide, elle s'use, on prend moins soin d'elle, on l'oublie parce qu'on s'oublie. Et en étant le miroir de cette famille et de cette chute, elle nous offre une image tellement parlante. Quand je pense à nous, au temps où nous étions les Mulvaney de High Pond Farm, je pense à la ferme elle-même. Anarchique, envahie par les herbes floues sur les bords comme dans un rêve, là où nos clôtures de barbelés éternellement croulantes se perdaient dans des terrains incultes broussailleux. Avoir de nous une image nette me demande un effort, comme de retrouver une image nette d'un rêve et de faire en sorte qu'elle reste. Je ne peux pas te parler de maison ambiance et de maison décor sans t'évoquer l'un de mes textes préférés de tous les temps, je pense, qui est La maison aux esprits d'Isabelle Allende, traduit par Claude et Carmen Durand. Bon, ici le titre est particulièrement parlant, hein, c'est une magnifique fresque familiale, c'est dense, riche, tragique, parfois drôle. On va suivre cette histoire sur plusieurs générations avec les conflits sociaux, politiques, etc. Les conflits internes à cette famille, et dans tout ça, quelque chose perdure et c'est cette maison, encore une fois, qui vraiment matérialise la présence de cette famille. C'est le point de repli, le point d'appui, peut-être. Et je suis encore très imprégnée de l'atmosphère de cette maison-là. Clara passa son enfance et les débuts de sa jeunesse entre les murs de la maison, dans un univers d'histoires merveilleuses, de silence paisible où le temps ne se décomptait pas sur les cadrans, où les calendriers et où les objets avaient leur vie à eux, où les revenants prenaient place à table et devisaient avec les vivants, où passé et futur étaient de la même étoffe, où la réalité présente était un kaléidoscope de miroirs sans dessus-dessous, où tout pouvait survenir. Et j'ai un livre qui fait la transition parfaite entre ce point-ci et le suivant. Ce livre, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, édité chez Gallmeister et traduit par Françoise App. Je vais pas encore te parler de L'été où tout a fondu, tu sais combien j'aime ce livre, avec le procureur d'une petite ville de l'Ohio qui invite le diable sans se douter que c'est un petit garçon vêtu d'une salopette qui va arriver. Il s'appelle Sal, il prétend justement être le diable. Mais c'est pas de ça dont j'ai envie de te parler, c'est de quelques passages que j'ai trouvés tellement intéressants. La mère de la famille du procureur a perdu ses parents, de noyade il me semble, et depuis elle est profondément traumatisée par l'eau, par la pluie, et donc elle ne sort jamais de chez elle. Alors elle va faire quelque chose d'assez extraordinaire, elle fait de sa maison son univers entier, elle décore chaque pièce sur différents thèmes, ce qui lui permet de s'évader, de voyager, d'avoir l'impression de voir le monde sans jamais s'y confronter. Et j'ai vraiment été très touchée par ces passages. Et d'ailleurs, il y a celui-ci qui nous dit « Le mensonge de ma mère était que notre maison pouvait lui suffire, que les pays qu'elle y créait pouvaient l'empêcher d'avoir l'impression qu'elle ratait quelque chose. Ce que redoute une femme cloîtrée dans sa maison, ce n'est pas le couteau dans le tiroir de la cuisine, c'est que l'extérieur ne soit mieux. » Et je te dis, j'ai adoré cette idée de la maison univers. Et on en vient donc au point suivant que j'ai appelé la maison monde. La maison monde, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré très souvent, mais c'est une idée que j'adore. C'est quand les murs deviennent les frontières d'un quasi-univers. C'est des bâtiments parfois immenses dans lesquels nos personnages vont évoluer, sans jamais presque se confronter au monde extérieur. C'est ce qu'on a ici avec la maman de Fielding, et c'est ce qu'on a évidemment dans Piranèse de Susanna Clarke, qui est traduit par Isabelle Philippe. Je pense que beaucoup de gens ont lu Piranèse et c'est le parfait exemple de cette maison-monde. Piranèse, il est dans ce qu'on sait être un lieu fermé, immense, rempli de nombreuses pièces avec presque son écosystème propre, là, comme un océan intérieur et puis parfois de la végétation et des oiseaux. Piranèse, notre personnage principal, c'est son monde entier qu'il continue à explorer, qu'il chérit, c'est
tellement bien fait dans cette lecture. On joue en permanence avec les codes qu'on a d'une maison, du foyer où on se sent bien parce que c'est chez lui et en même temps c'est tellement grand que c'est je me le répète, mais un monde entier qu'il découvre, qu'il parcourt. J'ai vraiment adoré cette représentation-là de la maison monde. Et quand je te disais cet espace qui lui est aussi hostile, il le chérit profondément puisqu'il l'appelle même son palais. Mon esprit revenait sans arrêt à la vision de la 192e salle ouest au clair de lune, à sa beauté, à l'expression de respect peinte sur les visages des statues alors qu'elles se tournaient vers la lune. Je comprenais que notre quête de savoir nous avait encouragés à voir dans le palais une sorte d'énigme à déchiffrer, un texte à interpréter, et que si nous découvrions un jour le savoir, alors ce serait comme si le palais avait perdu son prix, et tout ce qui reste ne serait plus que pur décor. Le spectacle de la 192e salle ouest au clair de lune m'a permis de voir que c'était ridicule. Le palais est précieux parce que c'est le palais. Il se suffit à lui-même. Ce n'est pas le moyen de parvenir à une fin. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce texte, c'est le côté labyrinthe. Et alors, si je te parle de la maison monde et d'un labyrinthe, évidemment qu'il faut que je mentionne La Maison des Feuilles de Marc Danielewski, édité par Monsieur Toussaint Louverture et traduit par Claro. Ce texte, c'est presque l'apogée de la maison monde, de l'idée du labyrinthe, parce qu'ici, la maison, elle se transforme, elle évolue, elle s'anime, elle devient prison, tu vas voir, ce sont des thèmes qu'on va voir juste après. Ce livre, c'est un ovni, c'est une expérience de lecture à part entière, dont je t'ai déjà parlé bien plus en détail ici, donc c'est pas ce qu'on va faire. Mais globalement, c'est l'histoire d'une famille qui arrive dans une maison. Le père étant vidéaste, va se mettre à documenter l'arrivée de cette famille dans un nouvel environnement. Et petit à petit, des changements très étranges vont s'opérer dans cette maison. Un couloir va s'allonger, une pièce va apparaître. Les mesures de l'intérieur et de l'extérieur ne concordent pas. Et alors qu'on regarde cette histoire sur différentes temporalité à travers plusieurs points de vue, la maison va devenir une réelle obsession. Et même si certains des persos évoluent hors des murs, c'est comme si une partie d'eux était happée, emprisonnée, comme si même à distance elle arrivait à les hanter. Là aussi, on brouille les pistes bien plus que dans Piranèse. On est complètement dans la dualité de cette maison qui devient ennemie, de cet endroit où on est censé se sentir le mieux au monde qui se retourne directement contre nous. Les persos se voient sombrer dans ce labyrinthe et alors la maison monde engloutit et dévore. J'appelle architecture une musique gelée. C'est le dégel de la forme dans la maison de Navidson qui libère cette musique. Malheureusement, comme elle contient toutes les harmonies du temps et du changement, seul l'immortel peut l'apprécier. Les mortels ne peuvent que redouter ces murs murmurants. Après tout, ne chante-t-il pas encore le chant de notre fin? Le troisième point, du coup, dont j'ai envie de te parler, la troisième idée, c'est celle de la maison-prison. C'est une dualité que je trouve particulièrement intéressante, particulièrement troublante, qui, moi, à titre très personnel, me parle beaucoup. Comme je te disais, cette idée du lieu de repli, du lieu de repos, du lieu de sérénité, qui devient presque le lieu de danger. Je trouve que c'est un des paradoxes les plus presque violents, tant la maison c'est le prolongement de l'intime. Enfin du moins moi c'est comme ça que je le vois, je sais que j'ai tendance à voir mon chez-moi comme vraiment presque une deuxième peau. Cette dualité maison-monde, maison-prison, on la retrouve parfaitement dans la chambre de Françoise Chandernagor. Je t'en ai parlé très récemment, c'est l'histoire de Charles-Louis, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui à la suite de la Révolution va se retrouver enfermé dans une chambre. Cette chambre, elle devient alors son unique réalité et elle deviendra son tombeau. Et quand je te parlais d'intimité, je trouve que le lieu presque de l'intimité absolue, c'est la chambre. J'avais d'ailleurs dans mes études d'art fait tout un travail de photos sur les plis des draps comme trace de ce qui reste des moments les plus intimes et presque là où on est le plus vulnérable dans le sommeil. Enfin bref, je divague un petit peu, mais c'est pour te dire à quel point je trouve que la chambre est encore plus représentante de l'intimité, de la mise à nu, de la fragilité. Je pourrais même continuer sur le paradoxe de la nuit et surtout dans l'enfance, où la chambre c'est souvent et le terrain de jeu et en même temps le lieu des premières terreurs nocturnes, etc. Bref, je divague, mais la chambre ici, elle incarne tellement profondément ça. C'est le lieu où il est le plus en sécurité et pour autant c'est sa prison et je te dis, ça deviendra son tombeau. C'est son lieu de vie. La journée et la nuit, ça devient le terrain où s'enfuit son imagination et qui effraie profondément cet enfant. Et c'est un texte que j'ai trouvé très puissant et absolument bouleversant. Et il y a un passage où on autorise l'enfant à prendre un peu l'air après de longs mois, voire des années, enfermé uniquement dans cette chambre. Et je le trouve très parlant. La promenade du chemin de ronde ne lui offre donc que des sensations confuses et effrayantes. Le vent qui le lèche, l'étourdit, le bouscule, l'air frais qui l'enveloppe comme une serviette mouillée, et les odeurs. Des odeurs qu'il ne reconnaît pas car ce ne sont pas les siennes. Il préfère sa propre odeur.
sa sueur, ses excréments, et le parfum rassurant de poussière et de tissu moisi qui émane de ses vêtements. Il a hâte de rejoindre sa tanière, a peur de ne plus retrouver son royaume, sa nourrice, sa maman, la chambre. On va retourner vers quelque chose d'un petit peu plus léger en gardant en tête cette idée de la maison qui devient prison, avec un texte qui va être la parfaite transition avec le point d'après. Ce texte, c'est « Tu aurais dû t'en aller » de Daniel Kellman, édité chez Actes Sud et traduit par Juliette Aubert. C'est l'histoire d'un homme, de son épouse et de leur fille qui partent dans une maison de vacances. Il loue une espèce de Airbnb, un peu à l'écart de tout, parce que lui est en manque d'inspiration et qu'il a besoin de se ressourcer, et qu'en même temps, ça ferait grand bien à leur couple de tenter de se retrouver, et quoi de mieux qu'un petit séjour en famille. Et cette maison de vacances, qui se veut être un lieu de repli, de partage, de réconciliation, va très vite là aussi se transformer. Et va commencer à troubler notre personnage principal, le monsieur scénariste là. Parce que la maison, elle semble créer des distorsions dans le temps, dans l'espace. Elle semble se jouer de ses habitants, et principalement de 7 habitants. Elle lui envoie des signaux contraires, joue avec sa logique. Ils n'ont pas l'impression d'être les seuls habitants. La maison est inoffensive. Elle se trouve simplement là où il vaudrait mieux qu'il n'y ait rien. Le point suivant est le dernier. C'est presque l'un des plus évidents quand on parle de maison dans la littérature. On va très vite aller vers l'idée de la maison hantée. Et du coup, je me suis permise de le morceler en 2 petits points. On va commencer par la maison habitée. Et évidemment que je vais te parler de l'Indésirable de Sarah Waters, édité chez De Noël et traduit par Alain Defossé. Dans l'Indésirable, on est vraiment dans les codes très primaires et frissonnants de la maison hantée. C'est l'histoire d'un médecin généraliste qui va se prendre d'affection pour une famille qui va devenir du coup très proche d'elle. Mais il n'est pas ici question que d'une maison hantée, parce que la maison, c'est vraiment le centre de toute l'histoire. Parce que sa mère y travaillait quand il était enfant, le médecin est encore profondément imprégné des souvenirs des quelques instants passés dans ces lieux. Il est attiré, malgré lui, par cet endroit, par une espèce de force irrésistible. Il est fasciné par cette vieille demeure qui a porté tant de choses. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est l'idée que la maison ici n'est pas prison, on peut partir. Les choses commencent à aller mal, des événements se produisent, mais on refuse de quitter les lieux. On continue à la chérir, à s'y accrocher coûte que coûte, parce qu'elle est tout ce qu'il reste d'un passé, tout ce qu'il reste d'une famille, et même quand cette maison se retourne contre ses habitants, ils ne peuvent s'empêcher de l'aimer et de tenter de la protéger presque coûte que coûte. Bref, c'est un excellent texte où la maison, même habitée par une autre présence, incarne quelque chose de vraiment puissant. Elle supposait toujours que la porte avait réussi de manière extraordinaire à se verrouiller toute seule. Puis elle entendit quelque chose. Un bruit qui s'élevait bien distinct dans le silence, des pas légers, rapides. Et dans l'espace infime de lueur laiteuse qui filtrait par le trou de la serrure, elle perçut un mouvement. Et pour rester dans cette idée un peu globale de la maison hantée, il y a les maisons habitées par autre chose, oui, mais il y a aussi les maisons que j'ai appelées, moi, incarnées. Incarnées parce que parfois le souvenir d'une présence passée suffit à lui seul à hanter les lieux. Elle est brillamment exécutée dans Rebecca de Daphné du Maurier. Wouh, deuxième fois qu'on la place dans la vidéo, qui est traduit par Denise Van Mopes. Évidemment que j'allais parler de Rebecca. C'est pour moi un tour de force dans cette idée du lieu hanté, mais sans fantôme. C'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe éperdument amoureuse d'un homme qu'elle va épouser. Lui est récemment veuf et elle va alors s'installer à Manderley. Manderley, c'est un somptueux manoir qui domine presque tout le coin par sa prestance, et pourtant elle va vite déchanter. Parce que tout dans cette demeure lui rappelle le souvenir de la défunte épouse, Rebecca. J'adore comment la tension s'installe ici, comment Daphné du Maurier arrive à matérialiser la présence dans l'absence. Rebecca n'est plus, Rebecca est décédée, et pourtant Rebecca est tout et partout. Le moindre objet a été choisi par Rebecca, le moindre tableau posé jusqu'aux lettres marquées de ses initiales, tout est Rebecca à tel point que Rebecca vit encore. Et alors elle se sent étrangère, presque rejetée dans cette maison, et évidemment que le lieu prend une place énorme dans son malaise, parce que ce manoir par sa simple présence est encore Rebecca. Il ne m'appartenait pas du tout, il appartenait à Rebecca. Elle était toujours dans la maison comme Mrs. Danvers l'avait dit. Elle était dans cette chambre de l'aile ouest, elle était dans la bibliothèque, dans le petit salon, dans la galerie au-dessus du hall, même dans le petit vestiaire où pendait son imperméable. Et dans le jardin, et dans les bois, et dans la maisonnette en pierre sur la plage. Ses pas résonnaient dans le corridor, son parfum traînait dans l'escalier. Les domestiques continuaient à suivre ses ordres, les plats que nous mangions étaient les plats qu'elle aimait. Ses fleurs préférées remplissaient les chambres. Rebecca était toujours Madame de Winter. Je n'avais rien à faire ici.
Et pour finir ce dernier thème, j'avais envie de te parler d'un livre qui incarne pour moi tellement bien cette idée de la maison aussi incarnée. Et ce livre, c'est La source cachée de Ella S. Haas, édité chez Babel et traduit par Anne-Marie de Botz-Diez. Ici, j'adore la représentation et l'idée de la maison hantée qui n'est pas du tout effrayante. Elle est mystérieuse, elle est brumeuse. J'adore quand la maison devient presque un personnage à part entière. C'est l'histoire d'un homme qui va vider la maison abandonnée de la famille de son épouse. Bref, il va y faire du tri pour ensuite pouvoir la vendre. Et dès son arrivée, il va tomber sous le charme. Il va être chamboulé par cette maison, par son histoire, par son atmosphère. La présence qu'il ressent, elle n'est pas du tout menaçante. Elle est juste là, elle perdure. Et alors ce lieu majestueux, pourtant à l'abandon, arrive à garder de sa superbe. Et ce, par sa magie. Il y a quelque chose de très romantique dans ce texte. Et cette histoire, elle permet d'appréhender le lieu hanté d'une toute autre manière que je n'ai presque jamais vue ailleurs, si ce n'est peut-être dans Minuit passé où on a un petit peu ce côté-là. Cette maison est vraiment pareille à une coquille, une enveloppe vide, étrangement remplie du murmure du temps. Si j'avais l'oreille plus fine, je pourrais peut-être distinguer les voix qui forment ensemble ce murmure, dans lequel se confondent l'hier et l'aujourd'hui. Et pour conclure cette vidéo, je vais te parler d'un livre qui pour moi regroupe absolument tous ces points. Ce livre, c'est à la fois l'expression de la maison comme cadre de l'histoire, mais aussi de la maison monde, de celle qui est prison et qui dans tout ça est incarnée, est une entité propre. Ce livre, c'est certainement mon livre préféré parce qu'il mêle deux des thèmes qui me sont le plus chers dans la littérature, l'idée de la maison et celle de l'enfance. Ce livre, c'est évidemment La maison dans laquelle, de Mariam Petrosian, édité chez Monsieur Toussaint Louverture et traduit par Raphaël Pache. Je t'ai dit, ici, le traitement de la maison regroupe tous les points évoqués précédemment. C'est l'histoire d'enfants qui ont tous des particularités physiques, il me semble, et qui vivent dans cette espèce d'internat. Alors cette maison, c'est donc le cadre de l'histoire, mais aussi leur monde entier, parce qu'ils ne sortent quasi jamais de cet internat. C'est leur univers entier à tel point qu'ils y recréent une société avec ses codes, avec ses lois. Comme je te l'ai dit, elle a de la prison cette idée qu'ils n'en sortent quasi jamais, qu'ils sont en marge de la société. Ils ne voient pas le monde extérieur, mais ça arrange bien tout le monde parce que comme ça, le monde extérieur n'a pas à les voir. Puis c'est une maison incarnée parce qu'elle est une entité propre, c'est ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'on finit, nous, lecteurs, par ressentir. Ils l'habitent à tel point qu'on vient nous aussi à s'y sentir chez nous. Elle nous imprègne, on s'en imprègne. Le texte est en plus très long, il fait plus de 1000 pages, donc on a vraiment le temps de nous aussi s'y balader, ressentir ses murs, son sol, ses frissons. Et l'ambiance et l'atmosphère de cette maison, elle est telle qu'on appréhende la fin du livre. Moi, j'avais vraiment comme une espèce de compte à rebours hyper menaçant au-dessus de la tête. Plus je voyais les pages défiler, plus je savais qu'à un moment j'allais devoir la quitter. Ce qui est assez extraordinaire parce que les enfants, eux aussi, arrivés à un certain âge, vont devoir partir de la maison et alors nos appréhensions communes se mêlent dans cette espèce de boule de tension qui monte parce qu'on sait qu'on va en être séparés. Cette séparation, c'est un réel déchirement et pour eux et pour nous. Parce qu'ils la quittent, parce qu'elle les quitte, parce qu'on doit les quitter. C'est de ces textes, et d'ailleurs il est dit dans la préface, il me semble, qu'il y a des livres maison. C'en est clairement un. C'est un livre où on laisse quelque chose et qui laisse lui aussi à son tour quelque chose en nous. La maison exige une forme d'attachement mêlée d'inquiétude, du mystère, du respect et de la vénération. Elle accueille ou elle rejette, elle gratifie ou dépouille, inspire aussi bien de contes que de cauchemars, tue, fait vieillir, donne des ailes. C'est une divinité puissante et capricieuse et s'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, c'est qu'on cherche à la simplifier avec des mots. Voilà, je pense que tu as compris mon amour pour la maison, pour les maisons, pour les murs où on pose les mains, où on imagine toutes les autres histoires qu'ils portent, toutes les autres vies qu'ils témoignent. J'aurais aimé pousser le truc encore plus loin parce que j'avais pas mal écrit un moment sur le prolongement de l'idée de la maison en soi-même. Je t'évoquais brièvement tout à l'heure que pour moi, la maison c'est presque notre seconde peau et j'adorerais à contrario pousser le truc de l'enveloppe charnelle qui est notre première maison. Mais bon, là je pars encore trop loin et moi j'adore me perdre dans ces trucs-là. Bref, je voulais pas que ce soit indigeste, je pense que c'est déjà peut-être un peu long, donc on va s'arrêter là-dessus. J'ai juste envie de te faire très rapidement une liste de textes sur la maison que je n'ai pas lu, mais qui me donne très envie si ça peut te donner des idées. J'ai La maison aux pattes de poulet, édité chez Albin Michel Imaginaire et traduit par Sylvie Salzman, qui est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se retrouvent après le décès de leur grand-mère et qui vont faire la rencontre de sa maison, une maison intelligente aux pattes de poulet, parce que leur grand-mère c'était Baba Yaga, histoire qui me donne très envie, que j'ai dans ma bibliothèque. Dans le genre littérature jeunesse, il y a Les monstres de Rock Haven de Padraig Kenny,
édité chez Lumen et traduit par Julia Lafont, avec cette histoire d'une famille qui vit dans une maison, enfin dans une espèce de manoir isolé avec des monstres. Bref, je n'en sais pas plus, mais ça me donne très envie. Rien à voir, mais on a La maison de Bernarda de Alba de Garcia Lorca, qui est une pièce de théâtre pour le coup, sur une famille quasi enfermée dans une maison régie par la mère. Bref, pièce qui m'a toujours beaucoup intriguée, comme Beloved de Toni Morrison. Évidemment, qui est l'histoire de cette maison hantée par le souvenir d'une enfant tuée par sa propre mère, et qui a l'air d'être un texte absolument fascinant. J'ai très envie de lire Zizi Cabane de Bérangère Cornu, édité chez Le Tripode, il me semble, qui est l'histoire d'une famille qui, après le décès d'une mère, tente de retrouver un équilibre. Et alors la maison va s'animer en commençant par une source qui va apparaître au sous-sol. Il y a d'autres textes comme L'âme des maisons de François Vigouroux, ou encore Les guerres précieuses de Terrine Tripier qui me donnent très envie, où l'idée de la maison a l'air quand même très présente. Voilà, bref, on va pas faire durer encore la vidéo plus longtemps que ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai été assez claire dans mon développement. Voilà, ça fait un moment que j'avais envie d'aborder ce sujet ici. Donc j'espère sincèrement que ça t'a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux ici avec moi. Enfin voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me proposer, toi, tes textes autour de la maison, ou du moins les maisons qui dans la littérature t'ont le plus marqué et t'habitent encore un petit peu. Moi, je te fais des gros bisous. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prends bien soin de toi.